Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes bien sur Télésud pour votre édition de la mi-journée de ce mardi 16 mai, dont voici les principaux titres. Le conflit soudanais reste dans une impasse sans accord de cessez-le-feu malgré les pourparlers à Jeddah sous la médiation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, même si un accord sur l'ouverture de couloirs humanitaires a été accepté. L'autorité indépendante de gestion des élections du Mali a tenu une conférence de presse pour assurer de l'avancement des préparatifs du référendum sur le projet de nouvelle constitution reporté au 18 juin. Emmanuel Macron a donné une interview lors du journal télévisé de 20h de TF1 mettant en avant les résultats de sa politique économique et répondant à des questions sur les impôts, la réindustrialisation et la guerre en Ukraine, une intervention qualifiée de déni des réalités par ses opposants. Le conflit soudanais qui a débuté il y a un mois semble être dans une impasse tant sur le plan diplomatique que militaire. Les représentants des belligérants réunis à Jeddah en Arabie Saoudite sous la médiation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite n'ont pas réussi à conclure un accord de cessez-le-feu. Les explications avec Aymeric Torignon. Un petit garçon tenant des cartouches de balles en main, le cliché a été pris récemment au nord de Khartoum, la capitale soudanaise. Un mois après le début des combats entre les troupes des deux généraux rivaux, la situation continue de se dégrader dans le pays. Les habitants vivent terrés chez eux, par crainte pour leur vie. Selon les derniers chiffres, 750 personnes ont été tuées à ce jour. D'autres, près d'1 million, ont dû fuir le pays à cause de la situation sécuritaire. De nombreuses maisons ont été brûlées. Les habitants ont eu peur et ont décidé de fuir. La guerre à Khartoum a créé un climat d'insécurité généralisé. Aucun endroit n'est véritablement sûr. C'est pourquoi nous sommes partis. Au Tchad, par exemple, des milliers de Soudanais débarquent chaque jour, un afflux de réfugiés de plus en plus pesant pour les organisations humanitaires. Si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard. La saison des pluies arrive dans quelques semaines et si nous n'apportons aucune aide à la population, la route sera bloquée et tous les réfugiés ici seront coincés. Le pays menace de sombrer et ses voisins s'inquiètent de l'enlisement de la situation. Les habitants restés au Soudan manquent de tout, pas d'eau ni d'électricité. Au milieu des raids aériens, des combats à lames lourdes et des tirs d'artillerie, ils espèrent un hypothétique cessez-le-feu. Mais à Jeddah, en Arabie Saoudite, où se mènent des négociations, la trêve tant attendue peine à voir le jour. Ce conflit a entraîné des conséquences dévastatrices pour de nombreux enfants qui ont été contraints de fuir leur domicile, suscitant des préoccupations quant à leur avenir selon l'ONG Éducation sans délai. Face à cette situation, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation a débloqué une aide de 3 millions de dollars pour soutenir les enfants déplacés au Tchad. Aymeric Torignon. Des tentes de fortune à perte de vue et surtout des milliers d'enfants soudanais privés de scolarité dans ce camp de réfugiés au Tchad. Depuis que la guerre a éclaté, il y a un mois dans le pays, le quotidien de ces enfants a été totalement bouleversé. À part les conditions de subsistance difficiles, ils se retrouvent désormais loin des bancs de l'école. Une situation qui préoccupe l'organisation Education Cannot Wait, un fonds des Nations Unies pour l'éducation, dont la directrice, lors d'une visite de 5 jours au Tchad, a annoncé une contribution de 3 millions de dollars. Mais les besoins sont bien au-delà. Aujourd'hui, le CW utilise notre première réponse d'urgence. Et j'annonce par la présente une subvention de 3 millions de dollars américains aux opérations immédiates du HCR pour tous ces réfugiés. Le besoin total dans le plan de réponse régional pour les réfugiés du HCR au Tchad est de 8 millions de dollars pour l'éducation. Et le CW arrive maintenant avec 3 millions de dollars. Par la présente, j'exhorte tous les donateurs et partenaires stratégiques à nous aider à combler le déficit restant de 5 millions de dollars. Mais en attendant que les 8 millions de dollars soient mobilisés, des milliers d'enfants soudanais déplacés, privés d'éducation, sont impatients de retourner à l'école. Je suis venu ici dans l'espoir de poursuivre mes études. Mais il n'y a pas d'école pour le moment, pas de bâtiment pour l'instant. Nous sommes ici.
Mais nous voulons aller à l'école. L'éducation est notre priorité absolue. C'est la chose la plus importante que nous demandons. Des plus de 100 000 réfugiés soudanais, le Tchad en accueille plus de la moitié, dont 70% sont des enfants. En Égypte, en Éthiopie, au Soudan du Sud ou encore en RCA, où ils se retrouvent, les besoins sont de plus en plus croissants. Des ONG sonnent déjà l'alerte sur la nécessité de se pencher sur l'éducation de ces milliers d'enfants obligés de fuir la guerre au Soudan. La tension monte au Sénégal, en Casamance, alors que le procès de l'opposant Ousmane Sonko approche. Les partisans du leader du parti PASTEF ont affronté les forces de l'ordre à Ziguinchor, où il est maire. Cette confrontation survient avant la comparution aujourd'hui de l'opposant pour des accusations de viol qu'Ousmane Sonko et ses partisans considèrent comme un complot du pouvoir en place visant à l'écarter de l'élection présidentielle. Ces tensions au Sénégal sont aussi dues au questionnement persistant sur une éventuelle candidature du président Macky Sall pour un troisième mandat. Dans ce contexte, le think tank Africa Jom Center a publié un rapport intitulé « Le Sénégal, un modèle démocratique africain en déclin » qui porte une critique sévère sur la gouvernance actuelle du pays. Pour Alioune Touré, son directeur, plus vite Macky Sall annoncera qu'il n'est pas candidat, plus vite il apaisera les tensions. La succession de ces affaires portant sur la même personne, qui est quand même une personne qui est un compétiteur extrêmement sérieux pour la présidence de la République, tout cela, ça donne l'impression auprès de ses partisans que voilà, c'est parce qu'il est crédible, c'est parce qu'il peut être président qu'on veut tout simplement l'éliminer. C'est ce soupçon-là qui crée l'intention que l'on sait. Il y a déjà un passé où des leaders politiques comme Karim, comme Khalifa Sall n'ont pas pu compétir en 2019 parce qu'ils ont été condamnés par la justice. Je pense que plus vite le président va dire « je ne suis pas candidat » et plus vite il va aussi apaiser les tensions politiques qu'il y a et rassurer les Sénégalais de façon globale. L'autorité indépendante de gestion des élections du Mali a tenu une conférence de presse à Bamako mardi 9 mai afin de rassurer quant à l'avancement des préparatifs sur le référendum de nouvelle constitution qui avait été initialement prévu pour mars dernier et qui a été reporté au 18 juin prochain. Le président de l'organe responsable de la gestion du scrutin affirme que cette fois-ci, l'engagement sera respecté. Bourema Soulo. Chargé d'organiser les élections référendaires, législatives et présidentielles devant mettre fin à la transition en cours, l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, se dit prête à relever les défis. C'est l'une des informations qui est ressortie lors du point de presse tenu au siège de l'EGE le mardi 9 mai 2023. Nous vous réitérons ici que l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, et l'ensemble de ses compétences, nous nous mettrons au travail pour que, à la date du 18 juin, s'il plaît à Dieu, que nous soyons au rendez-vous de la tenue de ce scrutin référendaire. Je le dis bien sûr, pour que tout le monde comprenne, nous avons tous les moyens matériels, moyens financiers pour pouvoir accomplir cette mission. Si le président de l'EGE se veut optimiste et garantit la bonne tenue de la consultation référendaire, la mission d'observation électorale s'inquiète de la transparence, surtout autour du vote des militaires. Le premier défi, à notre sens, c'est le vote des militaires. C'est le 11 juin, avant le vote des civils. À ce jour, au Mali, nous n'avons pas connaissance qu'il y ait un fichier électoral distinct pour les militaires et un fichier électoral distinct pour les civils. Aujourd'hui, on pourra dire qu'il y a 500 000 ou bien 1 million, 2 millions de militaires qui ont voté. Personne ne peut vérifier. Donc, et encore, le vote des militaires se fera dans les camps militaires. Et là, l'accès au bureau de vote à l'intérieur des camps militaires pose problème par rapport à la transparence, par rapport à la sincérité du scrutin. Donc ça, c'est un défi pour nous. Pour le cadre des partis politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel, les défis à relever avant le jour J sont énormes, comme entre autres l'instauration d'une concertation de l'EGE avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Pour l'heure, le porte-parole du cadre dénonce un pilotage à vue. Actuellement, on est en train de diriger un pays sans programme. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des chevauchements entre les prérogatives des ministères ou du gouvernement et l'EGE. Lors de l'ordonnance prise en Conseil des ministres hier, ils ont été obligés de revenir à l'EGE encore, de remettre les prérogatives de l'EGE à sa place.
des prérogatives qu'on avait enlevées à l'aise il y a tout récemment pour donner au gouvernement ont été redonnées encore à l'aise par rapport aux données biométriques. Donc vous voyez que c'est un pilotage à vie. Outre la deuxième modification de la loi électorale, le nouveau découpage administratif ne sera pas pris en compte lors du référendum à venir, selon le président de l'EJ, alors que l'ancien découpage n'est plus en vigueur, ce qui laisse dubitative certaines organisations de la société civile telles que la Modèle Mali. Le Cameroun qui a besoin de 407 millions de dollars pour aider des millions de réfugiés et de déplacés. La pénurie de maïs en République démocratique du Congo qui pousse le pays à se tourner vers les pays voisins pour tenter de résorber la crise. Et l'opposant politique Rachid Ghannouchi condamné à 1 an de prison en Tunisie. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Ahmed Chignou et Noël Dong. Au Cameroun, 3 millions de personnes vulnérables réparties dans 6 des 10 régions du pays ont besoin de 407 millions de dollars d'aide humanitaire en urgence selon OCHA, au Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Le gouvernement du Cameroun et la communauté humanitaire ont conjointement lancé le plan de réponse humanitaire 2023 pour fournir une assistance vitale et protection aux personnes souffrant des effets de la violence, des chocs climatiques et des épidémies, ainsi réduire leur vulnérabilité. Le Cameroun continue d'être affecté par le conflit du bassin du lac Tchad, les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et l'impact de la crise en Centrafrique. Le coordonnateur humanitaire pour le Cameroun a exhorté la communauté internationale à fournir un financement rapide, flexible et à la hauteur des besoins. En République démocratique du Congo, le gouvernement s'est tourné vers les pays voisins pour tenter de résorber la pénurie du maïs qui secoue le sud-est et le centre du pays dans un climat de concurrence sur le marché et des faibles récoltes en Afrique de l'Est. Des mesures avec impact sur la fiscalité ont été prises pour une solution à court terme, mais le problème reste entier dans un pays disposant de millions d'hectares de terres arables fertiles. Pour Vital Kamerhe, le vice-premier ministre chargé de l'économie, importé pour sauver la population du Grand Kasaï et du Grand Katanga relève de la responsabilité du gouvernement, répliquant aux critiques après une tournée de plusieurs ministres en Zambie et en Afrique du Sud à la recherche de fournisseurs de la farine de maïs indispensable pour les régions désignées. Les besoins de consommation y sont évalués à 1 million de tonnes par an, mais les opérateurs locaux ne produisent que le quart. Rachid Ghannouchi, chef du mouvement islamo-conservateur tunisien, Ennahda, arrêté en avril, a été condamné lundi à 1 an de prison pour l'apologie du terrorisme, a annoncé son avocat Monia Bouali. Rachid Ghannouchi, 81 ans, principal opposant au président Kais Saied, avait été arrêté le 17 avril et placé sous mandat de dépôt à la suite de déclarations dans lesquelles il avait affirmé que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme Ennahda y étaient éliminés. Outre la peine de prison d'1 an, Rachid Ghannouchi a été condamné à une amende de 1000 dinars, soit 300 €. Rachid Ghannouchi est le plus célèbre opposant arrêté depuis le coup de force du président Kais Saied qui a pris les pleins pouvoirs en juillet 2021. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que la politique de non-alignement de l'Afrique du Sud ne favorise pas la Russie au détriment d'autres pays et ne compromet pas les relations avec eux. Cette déclaration fait suite aux allégations de l'ambassadeur américain Ruben Brigetti, selon lesquelles un navire russe aurait été repéré en train de charger des munitions et des armes dans un port naval sud-africain en décembre dernier. Retour en France où Elisabeth Borne rencontrera les responsables des 5 principaux syndicats lors d'entretiens bilatéraux qui se dérouleront aujourd'hui et demain à Matignon. Si le gouvernement souhaite renouer un dialogue apaisé et constructif, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a déclaré sur France 2 qu'il abordera d'abord la question des retraites avant de souligner la nécessité de réparer ce qui a été endommagé dans le monde du travail. Et on l'écoute. Et donc, ce qu'on va dire à la Première ministre, c'est d'abord, on va lui parler des retraites, en disant qu'il y a un nouveau rendez-vous à l'Assemblée nationale le 8 et qu'il faut laisser le vote d'une proposition de loi. Il faut laisser faire ce rendez-vous, voilà.
Et on va lui dire, il faut aussi réparer ce que vous avez un peu abîmé dans le monde du travail. Mais concrètement, vous êtes prêt à avancer sur des nouveaux dossiers ? Mais quand vous êtes syndicaliste, vous êtes prêt à avancer sur l'action des salaires. Ouais. Il y a un problème salarial, on l'a vu y compris tout à l'heure sur votre antenne, avec un problème qui touche le pouvoir d'achat des travailleurs et des salariés. Il y a un problème de conditions de travail, d'organisation du travail. Il y a des problèmes de protection sociale. Vous savez par exemple que la prévoyance, c'est un dispositif qui n'existe que pour les cadres dans notre pays et pas pour les salariés, ouvriers ou employés. Sur les salaires, donc on va faire des propositions extrêmement concrètes. Comme Sophie Binet, est-ce que vous allez demander de l'indexation des salaires sur l'inflation ? Non, mais d'abord, on ne va pas faire comme la CGT, sinon on serait à la CGT. Donc nous, ce qu'on va demander, c'est que dans les branches, il y a 151 branches sur 171 qui sont en dessous du SMIC aujourd'hui. On va demander qu'il y ait une conditionnalité des aides publiques. Il y a des aides qui sont versées aux entreprises pour les aider à créer de l'emploi. Eh bien, il faut que ce soit conditionné au fait qu'il n'y ait aucune branche qui soit en dessous du SMIC. Aujourd'hui, il y en a 151. Et il faut que les patrons se mettent autour de la table et décident d'avoir des progressions de salaire qui commencent au SMIC. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé lors d'une interview aux 20h de TF1, mettant en avant les résultats de sa politique économique et abordant divers sujets tels que les impôts, la réindustrialisation et la guerre en Ukraine. L'intervention d'environ 25 minutes avait été enregistrée à l'Élysée. Voici les points essentiels à retenir de cet entretien avec Mathieu Nicolas. Aider l'Ukraine à résister, voilà comment Emmanuel Macron explique l'aide de Paris à Kiev. Dans cet entretien télévisé accordé à TF1, au lendemain de la visite en France de Volodymyr Zelensky, le président Macron s'oppose toujours à la livraison d'avions de chasse à l'Ukraine, mais la France se dit disposée à fournir d'autres armes et former des pilotes de chasse ukrainiens dès maintenant. Les formations peuvent commencer dès maintenant. Il n'y a pas de tabou. Il y en a eu pendant plusieurs mois. Non, il y a toujours la même ligne. Et la France a toujours la même position. Aider l'Ukraine à résister, et maintenant se joue beaucoup. Parce que le succès de cette contre-offensive sera déterminant pour la capacité à bâtir une paix durable. La deuxième chose, c'est donc qu'on livre tout, mais qu'on ne fasse pas la guerre à la Russie. On ne fait pas la guerre à la Russie. On aide l'Ukraine à résister face à l'assaillant russe. Ce qui veut dire qu'on ne livre pas d'armes qui permettraient d'atteindre le sol russe ou d'attaquer la Russie. Et troisième chose, parfois on met des limites. Et je suis obligé de dire, je ne peux plus vous en livrer, parce que nous avons besoin de continuer à protéger notre pays, nos sites sensibles. Et donc on n'affaiblit pas la capacité de la France à se défendre elle-même. Outre la guerre en Ukraine, le président Emmanuel Macron est aussi revenu sur le dossier brûlant des retraites. Alors que l'intersyndicale sera reçue mardi et mercredi à Matignon, le président n'a pas changé de fusil d'épaule. Il assume pleinement sa réforme, et ce malgré une forte opposition à celle-ci. Il récuse toute forme de mépris à l'égard des Français. Le seul moyen, c'est de travailler un peu plus longtemps. Et c'est logique, parce que quand on regarde la France par rapport à tous les autres, c'est les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, ce qui nous caractérise, c'est qu'on travaille moins longtemps que nos voisins dans l'ensemble de notre vie. Donc cette réforme, elle est nécessaire pour ça. La deuxième chose, c'est qu'elle est nécessaire parce qu'elle crée plus de richesses. Tout le monde a oublié de le dire. Mais par rapport à ceux qui vous promettent des monts et merveilles ou de revenir à la retraite à 60 ans, il n'y a pas de pays fort s'il ne crée pas sa propre richesse. On ne peut pas redistribuer de l'argent qu'on n'a pas produit nous-mêmes. Sinon, on va l'emprunter chez le banquier. Sans préciser les mesures avancées, Emmanuel Macron veut consacrer 2 milliards d'euros de baisse d'impôts aux classes moyennes d'ici 2027. Mais seulement quand la trajectoire budgétaire le permettra dans ce quinquennat. Interrogé sur l'inflation, Emmanuel Macron a confirmé que le trimestre anti-inflation, formule où les supermarchés s'engagent à vendre une sélection de produits au prix le plus bas possible, pourra être prolongé si c'est nécessaire au-delà du 15 juin. Dans les rangs de l'opposition, la nouvelle sortie médiatique du président n'est pas passée inaperçue. Une nouvelle fois, une partie de l'opposition dénonce la même rengaine, le mensonge et le déni du réel. Merci à vous. La sécheresse récurrente dans le nord de la Tanzanie a eu des conséquences difficiles pour les communautés qui dépendent de l'élevage du bétail. Face à cette situation, un groupe de femmes Maasai a décidé de se tourner vers la production de miel à partir de ruches situées dans la forêt afin de diversifier leurs sources de revenus. Soukaina Skali. Enfiler une tenue d'apiculteur chaque jour. La tenue tranche avec le décor et pourtant ce geste fait partie du quotidien de ces femmes Maasai. Dans le nord de la Tanzanie, elles sont un petit groupe de femmes à s'être tournées vers la production de miel.
Quand les gens me voient aller récolter du miel, ils sont très surpris parce que dans notre communauté Masaï, seuls les hommes font de l'apiculture en tant qu'individus. Ainsi, l'apiculture nous a apporté le respect et nous a propulsés au premier plan. Les gens savent maintenant que même les femmes Masaï peuvent faire de grandes choses. Maria Chinini a commencé avec 5 ruches et de l'équipement, ainsi que la formation d'un réseau parapluie de petits exploitants, agriculteurs et éleveurs. J'ai beaucoup bénéficié de l'apiculture. J'ai acheté 5 chèvres qui produisent du lait pour nous. J'ai aussi acheté un lit et éduqué mes enfants. Cette année, mon plan est de construire une maison. À l'est de la vallée du Rift, près du Kilimandjaro, cette partie de la Tanzanie est verte. Seulement, des décennies de sécheresse dues au changement climatique ont dégradé le paysage et réduit les pâturages disponibles pour le bétail. L'introduction des abeilles est donc une initiative pour régénérer le paysage. Il est très important de prendre soin de notre environnement à partir des bassins versants, de sorte que notre formation va de pair avec ces aspects de l'environnement en prenant soin de la végétation afin que les abeilles puissent obtenir leur nourriture parce qu'il n'y a pas d'autre source de nourriture. À l'échelle du pays, plus de 2 millions de femmes et d'hommes occupent des emplois dans l'apiculture et des emplois connexes comme ceux de producteurs, de transformateurs, d'emballeurs et de vendeurs. On termine cette édition avec Hilda Bassi, une chef et influenceuse nigériane qui a réalisé un exploit en battant le record mondial de la personne ayant passé le plus de temps à cuisiner. Lundi matin, elle avait déjà dépassé les 87 heures et 45 minutes derrière les fourneaux, battant ainsi le précédent record enregistré dans le Guinness Book. Elle a ensuite poursuivi ses efforts et atteint la barre des 100 heures en cuisine. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition d'Ami Journée. Bonne journée à tous. Au revoir.